Bonjour chers abonnés de la chaîne YouTube Advent Media. Bienvenue dans votre émission Dialogue de femmes. Dialogue de femmes a pour rôle d'accorder la parole à la femme. Moi, c'est Madame Christine, votre présentatrice, Christine Kouteka. Je ne suis pas seule dans ce cabinet. Je suis accompagnée de notre docteur Denise Kalouhala. Bonjour docteur et bienvenue dans notre émission. Bonjour Madame Christine. Oui, fidèles téléspectateurs ou fidèles abonnés, aujourd'hui nous avons un message très spécial avec notre sujet intitulé le cancer du sein. Eh bien aujourd'hui nous allons le comprendre, nous allons voir comment prévenir et nous devons devoir agir. Docteur Denise, le cancer du sein reste aujourd'hui la première cause de mortalité chez la femme. Et avant d'entrer dans les vifs de notre matière, pouvez-vous nous dire en quelques mots pourquoi il est important d'en parler aujourd'hui, surtout entre femmes? Merci. Parler du cancer du sein est d'une importance capitale pour plusieurs raisons. D'abord, quand nous parlons du cancer de la femme, comme ça en tant que femme, nous allons sensibiliser. Nous allons faire la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Nous allons briser le tabou. Nous allons également soutenir les malades et leurs proches. Nous allons donner une éducation à la jeune génération. Et tant soit peu, nous pouvons mobiliser aussi les ressources. Très bien, merci beaucoup docteur. Vous avez parlé de la mobilisation, surtout parce qu'aujourd'hui nous voyons que le manque de mobilisation amène aussi l'ignorance et qui apporte aussi des maladies et des problèmes dans la société. Maintenant, comment pouvons-nous comprendre le cancer du sein? Comprendre le cancer du sein, d'abord nous allons vous donner la définition du mot cancer. Le cancer, c'est une multiplication désordonnée des cellules. C'est ça en deux termes clairs et simples. Et cette multiplication peut intéresser n'importe quel organe. Et avec des causes bien connues ou des causes de prédisposition aussi, ça peut également intéresser le sein. Et quand ça intéresse le sein, ça peut conduire à un cancer. C'est pour ça que pour mieux comprendre le cancer du sein, il faudrait peut-être comprendre aussi les causes. Et également savoir que le cancer du sein, parce que c'est le dialogue des femmes, ça n'intéresse pas uniquement les femmes. Surtout. Ça peut également intéresser l'homme. C'est à des très faibles proportions, mais l'homme peut également être intéressé. Donc, à vous entendre parler, l'homme peut aussi être atteint du cancer du sein. Tout à vous entendre parler. Tout à fait. Mais c'est à des très faibles proportions. Ok, donc il est important aussi que les hommes aussi puissent bien être instruits ou être informés par rapport à cette maladie. Tout à fait. Okay. Qu'est-ce que le cancer du sein, docteur? Vous avez déjà défini. Nous savons que c'est une maladie, comme vous venez de le dire, qui ne touche pas uniquement les femmes. Vous avez dit à faible pourcentage, oui, à faible proportion, ça peut toucher aussi les hommes. Y a-t-il des femmes qui sont plus à risque que d'autres femmes? Oui, il y a une certaine proportion de femmes qui sont plus à risque que les autres. Comment ça? Mais toute femme peut être atteinte du cancer de sein. C'est alors que nous allons introduire les facteurs de risque. Il y a certaines femmes qui ont des antécédents familiaux. Lorsque vous avez une mère, une sœur ayant déjà fait un cancer du sein, vous devez également être aux aguets. Parce que c'est un facteur à risque, c'est un facteur de prédisposition. Il y a les prédispositions génétiques. Il y a une certaine couche de femmes qui sont porteuses de mutations génétiques. Les mutations génétiques BRCA1 et BRCA2. Et ces femmes-là doivent être sous une autre surveillance parce qu'elles sont prédisposées à faire un cancer du sein. Il y a également l'âge. Après la cinquantaine, à partir de 50 ans,
on est prédisposé. Il y a aussi la ménopause. Généralement, la ménopause intervient au-delà de la quarantaine. Quand vous devenez ménopausé, vous devenez également à risque. Il y a ce que nous appelons les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, ce sont les hormones qui circulent au sein de la femme. Et ces hormones peuvent être influencées. Parmi ces facteurs, nous avons certains signes. Nous avons une ménarche précoce. La ménarche, c'est quoi? C'est la venue de premières règles avant 12 ans. Quand vous avez une fille qui a cette ménarche précoce, c'est une fille à surveiller. Il y a également la ménopause tardive. Parce que là, c'est sous l'imprégnation hormonale que la ménopause va s'installer. Mais quand elle s'installe d'une façon tardive, c'est une femme à risque. Il y a l'absence de grossesse. Les femmes qui ne font pas de bébé le plus tôt, qui n'obtiennent pas des grossesses à temps. Il y a aussi ce que nous appelons les multipares âgés. Hein? Votre première grossesse est au-delà de 35 ans. Il y a l'utilisation prolongée au traitement hormonal. Hein? Vous pouvez avoir une situation qui vous conduit à un traitement hormonal. Et cette utilisation, si elle est prolongée, elle peut vous conduire à faire un cancer à l'avenir. Il y a aussi les antécédents personnels. Vous-même, vous pouvez déjà avoir fait un cancer et déclarer guéri qui peut revenir. Il y a le mode de vie. Nous sommes en train de constater qu'actuellement, les gens aiment des femmes grasses. L'obésité est un facteur de prédisposition. La consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la sédentarité, les gens n'aiment plus faire les pieds, hein? L'alimentation risque en gras saturé. Hein? Beaucoup d'huile là, ce sont des facteurs de prédisposition. Nous sommes à Lubumbashi, il y a un facteur non négligeable. Et ce facteur-là, c'est l'exposition aux radiations. Nous sommes dans une ville minière où toutes les femmes peuvent se rechercher, elles peuvent entrer même dans des mines. C'est un facteur de risque. Oui, docteur, vous avez parlé aussi vous avez donné vraiment beaucoup de facteurs qui font à ce que les femmes puissent être atteintes de cette maladie de cancer du sein. Vous avez parlé de la grossesse tardive. Et vous avez dit une grossesse à temps. Maintenant, quel est ce temps-là qu'une femme doit tomber enceinte? C'est quel temps? Grossesse tardive, ça amène des cancers. Il faut qu'une femme puisse tomber enceinte à temps. C'est quel temps, docteur? Merci beaucoup, Madame Christine. Quand j'aimerais parler de temps, c'est pour faire comprendre à nos abonnés que il y a la grossesse tardive. C'est à partir de quel âge? Et la grossesse à temps, c'est quel âge? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Nous n'avons pas dit que une grossesse retardée va conduire à un cancer. Pas nécessairement. C'est un facteur de risque. Ok. Peut-être que vous allez ajouter les autres risques pour que le cancer se développe. Okay. Le primipare âgé, une primipare âgée, c'est une grossesse qui est pour la première fois au-delà de 35 ans. Oh. Au-delà, c'est une grossesse retardée. C'est au-delà de 35 ans parce que là, vous êtes en train de tendre vers la ménopause, la périménopause, ainsi de suite, et avec tous ces risques. Mais ce n'est pas seulement parce que vous avez contracté votre grossesse à cet âge-là que vous allez faire. Mais c'est un facteur de prédisposition. Parce que généralement, le cancer lui-même, c'est une n'a pas de cause bien connue. Il n'y a pas de cause bien connue. C'est pour ça que nous vous enseignons les facteurs de prédisposition. Comment vous pouvez vous prédisposer à faire un cancer du sein. Oui. Et ma question est restée. La grossesse à temps, c'est à quel moment? La grossesse à temps. Oui. Bon, pas tardive, pas précoce, mais une grossesse qui est là où... Mais à partir de la vingtaine. Ok. Ouais, à partir de la vingtaine. Ok.
Merci beaucoup, docteur, vraiment pour ces éléments. Vous nous avez éclairés. Et quels sont les signes qui peuvent faire penser au cancer et qui peuvent alerter la femme? Nous avons plusieurs signes pouvant alerter une femme. Le signe le plus connu de tous, c'est une masse dans le sein. Oui. Quand vous palpez et vous constatez qu'il y a une masse dans le sein, ne restez pas à la maison. Allez, on va investiguer la masse et on saura quoi. Nous pouvons aussi constater une modification de la taille du sein. Vous devez connaître vos seins, la taille de vos seins, et peut-être, avec les mesures de prévention que nous aurons à donner plus tard, vous allez constater qu'il y a une modification de la taille de votre sein. Vous pouvez constater un changement de coloration. La peau qui commence à changer de coloration, la peau de votre sein. Vous pouvez constater qu'il y a une rougeur. Il y a une forme d'une peau d'orange. Et quand vous constatez là, ce sont les signes qui peuvent vous alerter. Vous pouvez constater qu'il y a une rétraction du mamelon. Le mamelon qui se rétracte, c'est-à-dire qui commence à entrer vers l'intérieur. C'est également un signe d'alerte. Il peut s'agir aussi d'une ulcération. Une plaie subite qui vient au niveau, qui se voit au niveau du sein. Ou bien vous pouvez avoir un écoulement anormal. Vous n'allaitez pas, mais vous voyez à la pression du sein, vous voyez un liquide qui peut être sanglant, jaunâtre. Ce sont les symptômes, les signes qui vont vous alerter. Ou tout bonnement, vous pouvez vous retrouver avec un ganglion sous les selles. Quand vous avez un ganglion dans les selles, en tout cas, c'est parmi les signes d'alerte et vous devez aller à l'hôpital pour la bonne investigation. Merci beaucoup, docteur, pour les signes que vous venez de nous donner. Vous avez dit l'écoulement. Cet écoulement, c'est seulement à la pression ou ça peut couler même lorsqu'on ne presse pas le mamelon? Dans un début, c'est à la pression. Mais au fur et à mesure que la pathologie est en train d'évoluer, même sans pression, vous pouvez le constater. Au réveil, une femme portant un chemisier blanc, il peut constater les taches de sang sur son chemisier. Et pourtant, c'est une femme qui n'allaite pas. Qui n'allaite pas. Mais ça peut être rougeâtre. Et là, c'est du sang. Généralement, la femme doit être alertée. Vraiment. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que, docteur, toute masse dans le sein, au niveau du sein, ça doit nous faire penser toujours au cancer ou toute masse, vraiment, c'est toujours le cancer ou ça, c'est comment? Non. Toute masse ne peut pas faire penser au cancer. Parce qu'il y a des masses bénignes. Une masse bénigne qui ne pourra pas faire penser au cancer. Mais quand vous constatez une petite masse, qu'elle soit bénigne ou maligne, vous devez vous faire investiguer, checker. Ok, lorsque, chers abonnés, je crois que vous êtes en train de suivre attentivement docteur Denise. On nous demande ici en tant que femme, lorsque vous constatez une masse au niveau de votre sein, ne restez pas à la maison, courez et allez chercher le médecin. Oui. Est-ce que la douleur est un signe aussi, docteur? Lorsque quelqu'un qui n'a pas de masse, mais qui a juste une douleur au niveau du sein, est-ce que ça peut être aussi un signe? Oui. La douleur dans les seins peut avoir plusieurs justifications, peut avoir plusieurs causes. Mais vous n'allez pas rester à la maison avec une douleur inexpliquée. Quand vous constatez que vous avez une douleur, venez, on va investiguer, on va checker cette douleur et on vous dira, ça peut être une douleur bénigne, une douleur affective, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et parce que il y a le cancer du sein, donc il doit aussi y avoir la prévention et le dépistage de ces cancers. Oui, docteur, c'est à partir de quel âge qu'une femme peut se faire dépister? Généralement, une femme doit se faire dépister au-delà de la quarantaine, vers 50 ans.
Parce que là, nous sommes entrés, parmi les facteurs de prédisposition, nous vous avons parlé de la ménopause. Nous vous avons parlé de la ménopause et quand vous atteignez cet âge, c'est très prudent d'aller vous faire checker. Ok, à partir de la quarantaine, vous avez dit. Oui, à partir de la cinquantaine, c'est qui est connu, à partir de la cinquantaine. Mais au-delà de 45 ans, la prudence, c'est de se faire examiner. Et que dire des jeunes filles? Parce que lorsque nous parlons de 45 à 50 ans, nous voyons qu'il y a d'autres femmes qui restent. Est-ce que ces femmes-là moins âgées, ces femmes-là qui n'ont pas 45 et 50 ans, elles ne peuvent pas aller chercher à se faire dépister? Généralement, parmi les moyens de dépistage, nous avons d'autres moyens qui ne sont pas indiqués à cette tranche d'âge. Alors, la prudence, comme nous vous avons dit, dans le cas normal, dans le cas général, le cancer du sein peut survenir au-delà de la quarantaine. Alors, c'est prudent qu'à cet âge. Mais toutefois, dans les facteurs de prédisposition, nous vous avons dit qu'il y a certaines femmes à surveiller de plus près. Les femmes ayant eu leur ménage le plus tôt possible, ce sont des femmes à surveiller de plus près. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et lorsque nous parlons de la prévention, nous avons dit que nous allons aussi parler du dépistage de ces cancers de sein. Quels sont les moyens qui peuvent être accessibles à toutes les femmes pour dépister le cancer du sein? D'abord, ce sont les moyens d'alerte. C'est la femme elle-même qui est alertée. Parce que nous avons donné précédemment. Elle a constaté quelque chose qui ne va pas. Elle va venir à l'hôpital. Et à l'hôpital, nous pouvons commencer par ce qui est dérisoire, une échographie mammaire. Nous allons faire une échographie mammaire qui va nous donner la forme de lésion qu'il y aura. Il y a également une mammographie. Une mammographie, là, c'est une radio bien spécialisée des seins. Et à partir de ça, nous allons parler, on peut peut-être voir s'il y a un cancer de sein. Il y a aussi les examens laboratoires, mais qui coûtent encore un peu plus cher ici chez nous à Lubumbashi. Nous avons ce que nous appelons les marqueurs tumoraux. Quand vous faites ces marqueurs tumoraux, vous allez constater aussi s'il y a un cancer ou pas. Ce sont les moyens les plus usuels, mais qui ici à Lubumbashi. Mais on peut aller avec beaucoup d'autres investigations. L'IRM thoracique, beaucoup, en tout cas, beaucoup de choses. En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle lorsque vous nous donnez tous ces moyens de dépistage qui sont disponibles déjà ici à Lubumbashi. Est-ce que l'auto-examen des seins, comment le faire correctement? Parce que vous avez dit que la femme elle-même peut être déjà alertée et aller directement se faire dépister au cabinet. Mais comment d'abord être alertée? Parce qu'on doit d'abord se comprendre, se connaître et voir ce qui ne va pas. Parce que vous avez dit dans les signes que le volume du sein peut augmenter. La couleur du sein peut changer. Maintenant, si le volume, parce que nous avons des femmes qui ont des poitrines généreuses. Donc, pour elles, c'est impossible de remarquer que il y a ça ne va pas. Elle a vraiment une poitrine généreuse et on ne sait pas bien remarquer. Comment est-ce qu'elle peut se faire elle-même se dépister, si je peux dire, dans un premier temps avant d'aller au cabinet médical? D'accord. Généralement, quand vous venez dans un cabinet médical, c'est vous qui venez avec les symptômes, c'est vous qui venez avec vos plaintes. C'est-à-dire, c'est vous qui les aviez vus en première position. L'auto-examen est très recommandé. Pas seulement chez les femmes âgées, même chez les jeunes filles. D'abord, nous allons encourager à ce que toute fille ait un miroir dans sa chambre. A un miroir dans sa chambre, parce que le premier examen commence par le miroir. Un miroir mural. La fille ou la dame, la femme, qui va se tenir debout. Ça doit être habituellement pour d'abord connaître le volume de vos seins. Vous vous tenez en position debout et vous bombez la poitrine. Vous bombez la poitrine, vous allez voir la forme de vos seins et le volume que vous avez habituellement.
Généralement, la femme est souvent alertée. Quand quelque chose ne va pas, la femme le sent et le voit. Après ça, vous devez avoir cette culture-là de palper vos seins. De palper vos seins. Comme nous avons dit que nous sommes en train de vouloir briser le tabou. Palper les seins n'est pas un tabou. De vous-même d'abord en tant que femme, vous palpez les seins. Et comment allez-vous palper les seins? Là, vous pouvez être en position assise. En position assise, la main droite va palper le sein gauche et la main gauche va palper le sein droit. Et vos doigts doivent être à plat sur votre thorax, en train de vouloir palper. Et vous allez constater s'il y a une masse à l'intérieur. Là, il faut palper région par région. Généralement, vous allez découper votre sein en 4. Ce que nous appelons les cadrans. Vous allez couper les cadrans et vous palpez cadran par cadran. Et vous allez constater s'il y a une masse à l'intérieur, vous allez l'apercevoir et vous allez légèrement presser pour voir s'il y a un liquide qui va en sortir. Je crois, en grosso modo, c'est ce que la femme doit toujours faire. Alors, ce que vous avez donné là, moi, je peux peut-être dire que la femme doit le faire chaque semaine. Si c'est pas chaque semaine, chaque mois au moins, la femme doit faire l'autopalpation pour savoir s'il y a quelque chose d'anormal dans son sein. Ouais, pour les femmes jeunes, au moins une fois par semaine. Elle peut faire cet auto-examen. Et les femmes ménopausées, au moins une fois le mois. Et généralement, nous conseillons que ça soit à la même date. Si la femme le fait le 15, le mois prochain, c'est 15. L'autre mois, 15, 15, 15. Donc. Oui. Et nous avons dit quand on est en train de faire, on s'examine. Ce n'est pas avec une chemise. C'est le thorax qui doit être dénudé, qui doit être ôté de tous les vêtements. Merci. Est-ce que, sur cette question, est-ce qu'une maman peut essayer de palper sur les seins de son enfant, de sa fille peut-être? Avec l'autorisation de la fille, c'est possible. Merci beaucoup. Donc, il faut toujours demander l'autorisation, chère maman. Ne le faites pas avec violence ou par imposition. Il faut demander l'autorisation. Le mode de vie, docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous changeons notre mode de vie, parce que vous avez parlé des femmes obèses, l'obésité qui peut aussi être un facteur à risque. Est-ce que si une femme change le mode de vie, est-ce qu'elle peut éviter le cancer du sein? Oui. Généralement, si nous adoptons un mode de vie sain, nous allons retarder et éloigner le cancer du sein. Bien que nous pouvons avoir les facteurs de prédisposition, mais en adoptant un mode de vie sain, on peut retarder. On peut ou ne pas faire le cancer du sein. Alors, là, nous allons encourager à toutes les femmes d'avoir un mode de vie sain. Un mode de vie sain, c'est une alimentation équilibrée. Évitez beaucoup plus les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Pourquoi? Parce que là, ces OGM sont pleins de perturbateurs endocriniens. Nous vous avons dit que parmi les facteurs de risque, il y avait les facteurs hormonaux. Cette alimentation aussi peut perturber les hormones et vous conduire à faire un cancer. La femme doit pratiquer le sport. Oui, surtout. La femme, en tout cas, doit pratiquer le sport. Ne fût-ce que la marche tous les jours. Parce que nous avons dit que le sédentarisme et l'absence du sport était aussi l'un des facteurs de prédisposition. Oui. La femme, les seins, leur rôle, c'est l'allaitement de bébé. La femme doit allaiter le bébé. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui ne veulent pas, des jeunes femmes qui ne veulent pas allaiter les enfants. Elles préfèrent donner les biberons aux enfants que de donner les seins. Dire que je veux garder ma poitrine toujours au top, je ne veux pas que ma poitrine puisse être dérangée ou s'abîmer. Et ces femmes-là, docteur, vous dites que l'allaitement, c'est aussi un moyen de prévention. Mais si elles n'allaitent pas, elles donnent à l'enfant juste à 6 mois. Après 6 mois,
elle laisse et elle commence à donner juste le biberon à l'enfant. Est-ce que c'est vraiment bon pour elle, pour ces femmes-là? Nous voyons, il y a certaines femmes qui ont une contre-indication à l'allaitement maternel. Okay. Mais s'il n'y a pas de contre-indication, notre objectif, c'est d'encourager les femmes à allaiter, à donner leur sein à leur bébé. Oui. Ce n'est pas seulement qu'elles vont nourrir le bébé, mais elles vont également nourrir leur propre santé. Oui. Ouais. C'est encourageant. Nous encourageons à toutes ces femmes-là qui veulent garder leur poitrine bien en forme, parce que l'allaitement peut affaisser les seins, ainsi de suite. Je crois que là, il faudrait aussi que les hommes entrent en jeu. Oui, comment est-ce qu'ils vont entrer en jeu, docteur? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de briser les tabous pour chercher à guérir les femmes qui sont malades et prévenir aussi. Comment est-ce que ces hommes-là peuvent entrer aussi en jeu? Parce que c'est eux plutôt qui doivent accompagner aussi les femmes. Ce sont les hommes qui peuvent encourager leurs épouses à nourrir les bébés. Okay. Les hommes peuvent également téter les seins de leurs femmes. Okay. Après l'allaitement, pas pendant l'allaitement. Pendant l'allaitement, il ne faut pas se cafouiller le lait. Avec là, le c'est bébé. Pour le bébé. Ah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je crois que les hommes qui sont en train de nous suivre partagent aussi la vie que le docteur vient de faire. Moi, je dirais que c'est une prescription que le docteur vient de faire. Oui, le mode de vie peut nous aider, peut nous amener à prévenir contre le cancer du sein. Vivre avec la maladie, docteur, est-ce que c'est possible? Si une femme apprend qu'elle est atteinte du cancer des seins, comment doit-elle se comporter ou comment doit-elle faire? Merci. Nous vous encourageons avec vos émissions, parce que si cette femme est déjà atteinte du cancer, je crois que après avoir suivi cette émission, elle ne sera plus découragée. Quand vous apprenez aujourd'hui que vous êtes atteint, c'est un grand diagnostic. C'est un grand diagnostic. Même le médecin, avant de vous l'annoncer, il doit d'abord vous préparer. Pour vous préparer, c'est pour que vous puissiez accepter votre nouvel état. L'auto-acceptation. N'est pas paniquer. Parce que ici, dans nos milieux africains, on nous dit souvent que le cancer là est mortel. Et là, n'est pas paniquer. Dès que vous apprenez que vous avez un cancer, vous ne paniquez pas d'abord et vous acceptez ce diagnostic. Vous allez à l'hôpital pour la prise en charge. C'est ce que nous encourageons. Oui, eh bien, chères dames, ne paniquez pas, soyez courageuses et rendez-vous dans les centres médicaux. Quels sont les traitements possibles, les traitements qu'on peut trouver ici sur place à Lubumbashi d'abord? Mais avant de trouver à Lubumbashi, j'aimerais que vous puissiez nous dire les effets secondaires. Donc, on a les traitements et on a les effets du traitement. Est-ce qu'on peut d'abord parler du traitement et des effets secondaires de ce traitement? Et puis, nous allons rentrer maintenant sur l'autre point, sur où trouver ces traitements ici à Lubumbashi, où nous pouvons trouver des médecins qualifiés pour faire ces dépistages. En tout cas, merci beaucoup. Là, nous sommes en train d'encourager aussi notre État d'avoir un service oncologique bien spécialisé. Ici à Lubumbashi, nous l'avons, aux cliniques universitaires, il y en a tous les médicaments possibles. Parmi lesquels, dans la prise en charge, il y a la chimiothérapie. La chimiothérapie, là, on va vous donner les antimitotiques. Antimitotiques, c'est-à-dire qui vont détruire et les cellules malades et les cellules vivantes. C'est pour ça que dans les effets secondaires, vous aurez certains effets indésirables, mais que cela ne puisse pas décourager la personne atteinte du cancer du sein. Il y a les antimitotiques, vraiment très disponibles ici à Lubumbashi. Nous avons le service d'oncologie qui est aux cliniques universitaires, qui est également au CND, mais dans tous les centres aussi privés, vous pouvez également trouver cette prise en charge. La prise en charge, ça peut aussi concerner la chirurgie.
comme nous sommes en face du cancer du sein, ouais, on peut commencer par la chirurgie, suivi des antimédiotiques, et il y a la radiothérapie. Malheureusement, ici à Lubumbashi, nous n'avons aucune structure qui peut faire cette radiothérapie. C'est-à-dire, si vous avez un cancer qui exige à ce que vous fassiez la radiothérapie ici chez nous à Lubumbashi, vous serez obligé de débloquer une somme assez importante et vous déplacer. Soit vous allez à Kinshasa ou vous allez à Ndola, en Zambie, chez nos voisins. C'est encore un peu pénible ici chez nous à Lubumbashi. Nous profitons de cette occasion pour demander à ce que cette structure soit mise aussi ici à Lubumbashi. Oui, à vous entendre parler, c'est lorsque une femme est en train de vivre ces moments-là de douleur avec cette maladie, les soins aussi peuvent poser aussi problème financièrement. Parce que vous avez parlé du déplacement vers Kinshasa, déplacement vers Ndola pour faire la radiothérapie. Eh bien, vraiment, vous avez parlé de l'État. Vous avez parlé de l'État. Je crois que l'État peut aussi aider la population dans ce cadre. Bon, ce n'est pas ça, nous allons y arriver. Comment accompagner psychologiquement une femme qui est atteinte du cancer du sein? Quand la femme a été déclarée et le cancer du sein a été confirmé, elle est d'abord affaiblie. D'abord, c'est le counseling, ce sont des conseils pour qu'elle s'accepte. Parce qu'elle va vivre avec une douleur, avec des lésions que peut-être qu'elle ne saura pas accepter. Et l'accompagner psychologiquement, hein, c'est un traitement qui est multidisciplinaire. Un traitement qui est multidisciplinaire, vous pouvez la conduire chez un psy qui va la suivre, hein, les chirurgiens, l'oncologue. C'est un traitement en tout cas multidisciplinaire. Comme vous avez dit, d'un suivi psychologique, oui, il faut l'amener chez un psy qui aura pour rôle de faire accepter à la femme son état et de mieux l'accompagner jusqu'à la guérison ou au terme de sa maladie, si possible. Et c'est possible qu'une femme qui souffre ou qui souffrait du cancer du sein peut se tenir aujourd'hui debout et dire qu'elle a été guérie de ce cancer. Est-ce que c'est possible? Quel est le taux de guérison du cancer du sein? Le cancer du sein a plusieurs stades. Okay. Généralement, nous avons la douleur de vous annoncer que les femmes nous viennent souvent en stade tardif. Dès que vous venez tôt, découvert tôt, meilleure chance de survie. Mais si vous venez à des stades tardifs, là, nous n'aurons qu'un traitement d'accompagnement. Alors, le pourcentage de survie dépend du stade au moment du diagnostic. Ouais. Alors, tout dépend de la femme elle-même. Tout dépend de la femme elle-même. Lorsqu'elle s'amène au cabinet à temps, elle peut être guérie. Mais lorsqu'on vient, parce que souvent, avec nous, nous allons à l'hôpital seulement quand ça devient un peu compliqué. Parce qu'on aime trop connaître. Il y a d'autres docteurs, je peux dire, il y a d'autres qui peuvent dire que ce que tu as là, non, n'est pas même à l'hôpital. Moi, je vais te donner tel médicament, telle branche ou telle feuille peut te guérir. Nous en avons déjà vu. Ok. Nous avons déjà vu des femmes qui sont venues dans nos cabinets à un stade le plus primaire possible et qui sont reparties pour revenir à un stade terminal. Parce qu'elles ont été désorientées. Ouais. Et nous n'encourageons pas cela. Vraiment. Et avec ça, docteur, quelles sont les conséquences du cancer du sein sur la famille et la vie sociale? Lorsqu'une femme est atteinte, quelles sont les conséquences ou quel est l'impact sur sa vie familiale et sociale? Nous vous avons déjà dit que l'importance de parler du cancer du sein, c'était aussi de mobiliser les fonds. Oui. L'impact économique. Oui. En tout cas, ça va même affaiblir toute la famille. Hein? La famille, il y aura ce stress permanent.
le stress permanent qui peut résider dans la famille parce que vous avez un malade qui a un cancer. Ce stress-là sera dû au fonds que vous devez devoir débourser à chaque fois pour les examens ou pour les médicaments. Pas seulement les fonds. L'ignorance de la pathologie. Parce que tout le monde à Lubumbashi sait qu'un cancer égale mort. Et quand vous êtes ignorant, vous êtes en train de vivre avec une personne que peut-être certains auront à stigmatiser et ça va vous faire mal. En tout cas, ça va vous faire mal. C'est pas seulement l'argent, ce ne sont pas toutes les familles qui manquent l'argent. Vous pouvez avoir l'argent et le stade ne vous permet pas la guérison. Et docteur, quel est le regard de la société face à cette femme-là qui a subi peut-être une chirurgie, à qui on a amputé les seins? Quel est le regard de la société et même des membres de sa famille? En tout cas, merci beaucoup, c'est pénible. D'abord, ça commence par la femme elle-même. Il y aura un impact sur l'image de soi. Oui. La façon dont elle-même va se prendre. Elle va se sentir réduite par rapport à d'autres femmes dans la société. C'est pour ça que le traitement psychologique est des rigueurs. La société peut stigmatiser cette femme. Ça peut la conduire à un isolement. Elle se sent seule. Elle se sent seule. Et, en tout cas, c'est très complexe. Ça peut également affecter sa vie conjugale. Parce que la vie affective et sexuelle peut être entravée. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à cette femme-là. Elle mérite. Elle a besoin d'un grand soutien. Donc, elle n'aura pas besoin seulement du soutien médical, mais du soutien même familial. Donc, toute la famille doit se concentrer sur cette femme et lui apporter, je crois, des messages d'espoir. Tout à fait. Et accompagner cette femme dans cette maladie. Chers abonnés, vous allez comprendre ici que la famille entre aussi en jeu. Et même le mari, le docteur vient de le dire, même le mari entre aussi en jeu d'accompagner sa femme qui est souffrante. Et docteur, quel est le message que vous aimeriez adresser à nos chers abonnés, à la population louchoise, à la population congolaise entière par rapport à cette maladie du cancer du sein? D'abord, nous vous remercions pour le choix de ce thème. Merci. Parce que c'est une maladie qui ravage la plupart des femmes. Et le message que nous allons donner est celui-ci. Le cancer du sein n'est pas seulement une simple maladie. C'est aussi un enjeu de santé publique qui nécessite un combat collectif. Nous devons sauver des vies. Nous devons apporter de l'espoir et construire une société plus informée, plus solidaire et plus humaine. Le docteur a dit c'est un combat collectif. Donc, tout le monde doit mettre sa main à la pâte afin de sauver les femmes. Et aussi ce pourcentage-là minime là des hommes qui peuvent aussi être touchés. Que diriez-vous à une femme, docteur, qui a peur d'aller se faire dépister? Parce que souvent, je me rappelle qu'il y avait un centre de santé de la place qui avait organisé le dépistage du cancer. Je crois que c'était le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Ça doit être en 2021 ou 2022. J'avais vu beaucoup de femmes. Il y avait des ONG qui amenaient des femmes là-bas. Mais il y avait aussi des femmes qui disaient que non, allez faire quoi? C'est aller réveiller encore la maladie. Mieux vaut rester comme ça ignorante et que d'aller là-bas se faire dépister. Donc, on sent dans la femme qui a la peur. Et qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme-là? Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme qui a peur d'aller se faire dépister? D'abord, nous vous encourageons à faire ces plaidoyers, à montrer à toute femme que ce n'est pas une fatalité de connaître l'état de son corps. C'est mieux de se faire dépister tôt pour
s'attendre à une guérison quelconque. Au lieu de rester avec une maladie qui va se manifester beaucoup plus tard et qui n'aura pas de solution. Nous encourageons à toutes les femmes d'aller se faire dépister, surtout celles dont la tranche d'âge varie de 45 ans au-delà, elles vont aller se faire dépister. Nous les encourageons. Merci beaucoup, docteur. Vous avez entendu, chères dames, nous vous encourageons ensemble à aller vous faire dépister. Et quel est le message en dernier, docteur, que nous pouvons dire à celles qui sont en train de se battre aujourd'hui? Quel est le message que nous pouvons leur apporter? Elles sont souffrantes, elles sont dans les lits des hôpitaux, elles sont à la maison. Qu'est-ce que nous pouvons leur donner comme message aujourd'hui? C'est un message d'espoir. Amen. Nous les portons à cœur. Nous sommes ensemble avec elles. Oui. Peut-être qu'elles sont en train de lutter avec des douleurs atroces qu'elles ne savent pas tolérer. Mais toutes les femmes sont derrière elles pour les rendre encore plus fortes qu'avant. Qu'elles soient fortes. Merci. Nous sommes avec elles. Vous l'avez bien suivi, aimables abonnés. Nous étions dans notre émission Dialogue des femmes. Et Dialogue des femmes aujourd'hui a reçu Dr Denise Kalouala, qui est médecin directeur de notre polyclinique ADRA. Nous disons vraiment merci beaucoup, docteur, pour ce temps que vous avez disponibilisé pour pouvoir sensibiliser la femme. Docteur nous a parlé des signes que nous devons observer. Et bien, chers dames qui nous suivez, vous devez faire très attention à chercher à bien connaître le volume de vos seins, à chercher à bien connaître la couleur même de la peau de vos seins. Et pour celles qui ont peur d'aller se faire dépister, nous les encourageons. Chères mamans, chers jeunes, levez-vous, allez vous faire dépister pour que la maladie qui sera diagnostiquée très tôt et sera aussi, elle aura plutôt des pourcentages favorables de guérison. Oui, nous demandons à toutes les femmes de continuer à suivre notre émission Dialogue des femmes qui a eu comme sujet aujourd'hui le cancer du sein. Et surtout, si vous avez aimé notre émission d'aujourd'hui, nous allons vous demander de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne Advent Media sur YouTube. Merci et à la prochaine.